Alors bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit hors-série, hein. Donc c'est une vidéo qui n'est pas dédiée au yoga, une vidéo qu'on va dédier plutôt donc, à l'Hippocrate, la star des marchés médiévaux. Donc sur les marchés médiévaux, on va trouver à peu près tous les stades de l'Hippocrate possibles, hein. Donc des gens qui vont le pratiquer, donc ça va être le métier, hein, qui vont fabriquer, assembler de l'Hippocrate, jusque des fois la buvette du comité des fêtes qui va, alors, au mieux choper des recettes sur internet ou dans des bouquins, voilà. Au pire, qui va aller acheter de la poudre sur internet, de la poudre pour faire ses préparations. Moi, je pense que c'est surtout une excuse pour écouler les stocks de cubide rouge. Donc souvent, c'est vendu assez cher, que ce soit en bouteille ou en verre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu comment on va faire, puis on va faire des petits points aussi ensemble sur ça. Donc par exemple, je ne sais pas moi, le nom de l'Hippocrate, on va commencer par ça. Donc moi j'ai trouvé plusieurs références, plusieurs pistes pour expliquer ce nom. Donc la première, la plus connue, donc ça viendrait justement simplement du médecin grec Hippocrate. Donc ce serait une référence, dans un des cas c'est une référence. Dans d'autres cas, on y attribue directement la paternité du breuvage. Voilà. Après, j'ai lu aussi que ça pourrait venir d'un coup de communication d'un apothicaire lyonnais qui, voilà, aurait appelé une de ses préparations Hippocrate. Et puis il y a aussi donc une autre, la dernière hypothèse, en tout cas c'est celle que j'ai trouvée, vous en avez peut-être d'autres, ça viendrait d'un outil qu'utilisaient les apothicaires qui s'appelle la manchette d'Hippocrate, la manche ou la manchette d'Hippocrate, qui a un filtre en tissu. Et donc, vu qu'on se sert aussi de différents filtres, non, on s'en sert que d'un seul, mais c'est vrai que c'est une boisson qui a besoin d'être filtrée, donc c'est pas tout à fait déconnant. Voilà. Alors, voilà, déjà dans le premier temps. Donc après, les histoires de vin épicé, du moment où l'homme a fait du vin, on va justement épicer le vin, on va l'agrémenter. Peut-être parce que le vin va très mal se garder dans un premier temps. Au début, on va le découvrir. Et jusqu'à une période assez récente, on va boire le vin de l'année. Alors qu'on n'a pas tellement de capacité de garde en fait. Donc peut-être que pour faire passer du vin qui est un peu daté, on va justement mettre dedans des épices, des fruits, des fleurs, que sais-je encore. Donc, vous voyez, j'ai pris des notes, hein, aujourd'hui parce que j'essaie de faire un truc un peu sérieux quand même. Alors, au niveau matériel, on va avoir besoin d'un grand récipient, d'un couteau, d'une cuillère à café, d'un verre mesureur, une balance, une planche à découper, une passoire assez fine, un mortier, un pilon et une grande cuillère ou une spatule. Alors, au niveau ingrédients, on va avoir besoin de vin, de cannelle, de gousses de cardamome, de clous de girofle, de racines de gingembre, du poivre, de la noix de muscade, des boutons de rose séchés ou de l'eau de rose, une orange non traitée ou de l'eau de fleur d'oranger, du miel ou du sucre de canne non raffiné bio. On va avoir besoin eh bien, bon ça on verra ça plus pour la garde, de l'eau de vie style marc de raisin ou cognac. Ça c'est pour la conservation, on verra ça plutôt vers la fin. Donc le processus pour fabriquer l'hypocrase, ça va être la macération. On va utiliser le principe de la macération. Alors on va revoir ensemble 5 mots qui souvent sont confondus, on prend l'un pour l'autre, et on va remettre tout ça au point très vite. Donc la fermentation, qu'est-ce que la fermentation? La fermentation va prendre Ah là 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 là. J'ai un trou. Non, c'est pas j'ai un trou. Comment expliquer? On va prendre un liquide, de préférence un liquide, qui contient du sucre. On va rajouter de la levure. Les levures vont venir consommer le sucre et transformer ce sucre
en alcool, en gaz carbonique et en chaleur. Ça, c'est la fermentation. La distillation, on peut prendre justement le produit de la fermentation, le mettre dans un alambic, le chauffer, 70-72 degrés, pour récupérer l'alcool. Et là, on va avoir de la distillation. Et là, on ne va pas confondre les deux. Et après, on va avoir l'infusion. L'infusion, c'est très simple. C'est comme lorsque l'on fait du thé. Du thé, on prend de l'eau chaude, on met un sachet de thé, c'est une infusion. Alors, du thé ou de la tisane. Voilà. C'est le principe de l'infusion. On va avoir la décoction. Alors, autant dans l'infusion, on va plutôt mettre des fleurs, des feuilles, des graines, des fois. Autant dans la décoction, on va pouvoir retrouver justement des graines, mais là, on va plutôt mettre donc, des graines, des racines, des tiges, toutes les parties un peu dures des plantes. On va les mettre dans de l'eau chaude, mais par contre, on va les mettre dans une casserole fermée et on va maintenir l'ébullition pendant 30 minutes, 20 à 30 minutes. C'est ce qui va permettre d'extraire les principes actifs des parties dures des plantes, à la différence de l'infusion, où on va récupérer les principes actifs des feuilles, des feuilles, des fleurs, voilà, occasionnellement des graines, mais c'est vraiment pas. Et enfin, la macération, c'est-à-dire que là, on va utiliser de l'alcool ou de l'eau ou de l'huile pour extraire les principes des végétaux, mais à froid. C'est-à-dire qu'on ne va pas chauffer. Donc là, on va utiliser la macération. Et on va voir un petit peu ensemble, tout de suite, eh bien, les différents ingrédients. Les différents ingrédients qu'on va retrouver dans l'Hippocrate, dans cette recette d'Hippocrate. Alors, on va mettre au point, on va se mettre d'accord sur ce que je veux dire, sur ce que je veux faire et sur ce que je vous présente. La recette que je vais vous présenter maintenant, c'est une recette donc d'Hippocrate, mais aussi, en aucun cas, ça ne pourra être comparable à une boisson qui existait vraiment à l'époque. Déjà, le côté, les techniques viticoles, vinicoles ont changé, donc on ne peut pas avoir du vin tel qu'on pourrait en avoir au Moyen-Âge, premièrement. Deuxièmement, eh bien, les épices, hein, là on va mettre beaucoup d'épices, on va mettre beaucoup de choses dedans. Donc ce serait peut-être un Hippocrate qui a valu vraiment très cher au Moyen-Âge. Bon, je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, moi ce que je vous propose, cette recette, c'est plus de l'évocation historique. Hein. C'est une recette qui contient une bonne grosse dose de fantasme médiéval et d'épices. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est pas une recette que j'ai trouvée dans un grimoire, c'est quelque chose qui est plus de l'évocation. Et puis, il y a quand même un fond de recherche un peu historique quand même. Mais voilà, en aucun cas, je peux vous dire, cette recette-là, je l'ai vue dans tel bouquin. Non, c'est pas vrai. Donc, on est vraiment dans l'évocation historique. On va commencer donc par le vin. Le vin, l'humanité a développé le vin depuis à peu près 8000 ans. Donc les grandes civilisations, Mésopotamie, Grèce, les Étrusques, les Romains, les Celtes vont s'intéresser à la vigne. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, hein, très tôt on va remélanger le vin, donc on va le remélanger, donc on l'a vu à différents niveaux, alors pour une question gustative, on va pouvoir le remélanger aussi des fois avec des jus de fruits pour couper le vin, comme par exemple le fameux Moretum. Alors des fois on va dire que le Moretum c'est un vin de mûr, ou des fois c'est du vin recoupé au jus de mûr. Les deux sont exacts en fait. Alors on va aussi donc rajouter des fruits, des mûres, des coings, des plantes comme le thym, la sauge, le romarin. Et il va y avoir aussi une action médicinale avec le vin. C'est-à-dire que le vin il va se servir de support pour des préparations médicinales. Donc on va pouvoir retrouver les grands noms hein, des infusions, on va pouvoir les retrouver dedans. Hein. Bien sûr, le fameux vin de sauge. Hein. Mais on va aussi pouvoir retrouver des boissons qui vont plutôt être narcotiques. Ou par exemple, dans l'Antiquité, on va mélanger du vin avec du chanvre, on va mélanger du vin avec de l'opium, de la belladone, du datura. Ce sont les fameuses boissons fortes que l'on retrouve dans la Bible. Quand dans la Bible, il est dit qu'on ne doit pas se rendre aux tentes en ayant consommé des boissons fortes. On est dans une période où on ne connaît pas l'alambic. Donc les boissons fortes, eh bien, c'est du vin dans lequel on a mélangé d'autres substances psychoactives.
Donc le vin est très important dans la médecine, il va servir à nettoyer les plaies, il va servir aussi à faire comme ça, à mouiller les pansements dans les cas de contusion, et puis il va bien sûr extraire les principes actifs des plantes comme nous l'avons dit. L'influence du vin, elle est importante au Moyen Âge. Alors d'un point de vue liturgique, parce que bien sûr le Moyen Âge européen est chrétien catholique, donc ça va être un produit qu'on va retrouver au niveau de la communion. Et puis toute la partie viticole, eh bien, elle est héritée des Romains. Donc il va y avoir beaucoup l'Empire romain. On va dis donc. Les Romains je m'en fous, je fais pas de montage, je laisse. On plantait des vignes dans toute la Gaule, une partie de la Grande-Bretagne aussi. Et donc, le Moyen-Âge, alors j'aime pas trop dire le Moyen-Âge, parce que ça représente quand même une période de 1000 ans. Donc voilà, donc j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Donc voilà, mais ils vont récupérer les techniques, ils vont récupérer les pieds de vigne qui ont été bien sûr laissés là. Puisque y a une continuité de l'histoire, il y a pas, on passe de l'Antiquité, il y a un basculement qui se fait dans la nuit, non, c'est pas ça. Donc on va avoir donc justement ce paysage qui a été changé, transformé par les Romains, la vigne a été plantée, on récupère donc le viticole, les techniques vinicoles, et donc on va avoir des vins. Très tôt, on va avoir donc la distinction blanc et rouge. Donc, par exemple, on va avoir le trouvère normand, c'est Henri d'Andely, en 1224, qui écrit la bataille des vins et qui va décrire justement un peu les différents coteaux, les différentes sortes de vins qu'on va trouver. Alors pourquoi une aussi grande importance du vin? Eh bien, justement, dans toute la période du Moyen-Âge, oui, j'ai toujours du mal avec le terme, eh bien, l'eau, une grande partie de l'eau est impropre à la consommation pour des raisons d'hygiène, tout simplement. Avoir des sources qui ne sont pas contaminées par des bactéries, qui ne sont pas contaminées aussi par les pratiques humaines. On va très tôt avoir des sources de contamination comme les tanneries, les forges. Il y a aussi l'élevage, l'élevage qui est source de contamination des cours d'eau. Donc voilà. Donc il est plus sain, à certains endroits, pas forcément dans tous, mais à certains endroits, de consommer de l'alcool, donc du vin, si on en a les moyens, parce que le vin, c'est un produit qui est cher, donc de consommer du vin, et donc les historiens nous disent des fois jusqu'à 3 litres par jour par adulte. Donc quand on fait le compte, 3 litres sur une année, on dépasse vite les 1000 litres, tout simplement. Et aussi une question de moyens, on va bien sûr, donc les gens qui n'ont pas d'argent vont se rabattre sur la bière, le cidre, le poiret, donc bière ou cervoise. Je vous laisse regarder les différentes vidéos qui existent déjà à ce sujet sur la différence bière-cervoise. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le vin. Ah non. Le vin, on va le retrouver aussi beaucoup dans la cuisine. La cuisine, le vin va être omniprésent pour faire cuire les viandes, pour faire des ragoûts, des choses comme ça. On va aussi trouver du verjus. Le verjus, ce sont des grappes de raisin vertes qu'on va presser et qui va donner de l'acidité. On va beaucoup travailler dans la cuisine médiévale sur l'acide et le sucré. Et au XIIIe siècle, lors du pontificat de Clément VI, là où l'époque médiévale avant était très tournée vers le vin blanc, des vins blancs acides, voire très acides, et bien avec le pontificat de Clément VI, on va commencer à avoir un basculement vers le vin rouge. Donc le vin rouge va devenir à la mode, entre guillemets, d'ailleurs il va toujours quasiment le rester, et on va se trouver à partir du XIIIe siècle, la vigne va plus se tourner vers le vin rouge. Bon, je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. J'ai dit pas mal d'infos. Ouais, j'ai quand même nuancé quelques propos. À un moment donné où la France, bon, qui n'est pas encore la France, va compter 22 millions d'habitants, voilà. Il va falloir quand même une certaine production au niveau du vin. Donc généralement, sur les monastères vont se tourner
vers cette production, parce que ils en ont besoin au niveau liturgique, mais ils en ont aussi, c'est une source de revenus. Et puis aussi, ils ont le matériel. Ils ont le matériel parce que pour faire du vin, on va fouler le vin, mais après, on va s'apercevoir que d'utiliser une presse, on fabrique quand même plus de vin avec la presse que juste en foulant. Le vin de l'époque, il fait entre 7 et 9 degrés. Et puis les gens n'hésitent pas à remouiller la presse. On va mettre de l'eau sur la presse et on va represser le raisin écrasé, ce qui va permettre de faire, des fois on fait dans le cidre, de faire une deuxième presse pour faire de la boisson. Donc c'est de la piquette qui est vendue moins cher. Voilà, là je pense qu'on a un peu fait le tour sur ce que je voulais dire au niveau du vin. C'est complètement... Je pensais avoir fait un truc plus structuré que ça, et en fait une fois qu'on part, c'est bien un petit peu complètement sans structure. Alors, on va parler des épices maintenant. Donc l'Empire romain est très friand d'épices. Ça va tomber un peu en désuétude avec l'Empire romain qui s'effondre, c'est aussi la fin des voies commerciales. Donc ils vont subsister quelques-unes, et puis comment dire, les épices après vont se raréfier, et donc on va avoir une moindre utilisation des épices, voire plus du tout. Ces épices, on va les redécouvrir au niveau des croisades, et elles vont revenir sur les tables au fur et à mesure du temps. Donc Chine, Inde, Moyen-Orient, on va retrouver ces épices. Voilà. Après, on va retrouver, plus tard, il va y avoir l'ouverture des nouvelles routes maritimes qui vont voir arriver donc les épices d'autres horizons et qui vont faire aussi chuter le prix des épices, qui va permettre cette diffusion dans toute la population. On va voir les 4 principales épices. On va commencer par donc la cannelle en bâton. On peut la trouver aussi en poudre, mais voilà. La cardamome verte, donc sur des petites gousses vertes. Alors dans les magasins on trouve aussi de la cardamome blanche. Il faut prendre la verte, la blanche en fait elle a subi des traitements chimiques pour être blanche, donc du coup prenons directement la verte. On va trouver aussi des clous de girofle. Donc voilà, hop, on connaît bien tout ça. Et du gingembre. Alors, du gingembre, moi j'ai préparé mon gingembre, donc j'ai plus de racines entières, là je l'ai préparé, donc il est déjà coupé. Donc ça, c'est les 4 épices de base. Dans toutes les recettes d'Hippocrate que j'ai lues, on trouve ces 4 fondamentaux. On va pouvoir ajouter aussi dans notre préparation du poivre noir, donc c'est le poivre de standard qu'on trouve partout. On va pouvoir rajouter aussi de la maniguette, c'est de la graine de paradis. Alors la maniguette, elle fait partie de la famille, elle est de la même famille que la cardamome, mais elle ne va pas avoir le même goût. Elle va avoir un goût plus piquant qui rappelle celui du poivre noir. Dans certains cas, on va pouvoir mettre aussi des pépins de grenade. On va pouvoir rajouter aussi de la noix de muscade. Bon, de la noix de muscade, moi j'en ai juste en poudre là. On a déjà vu de la noix de muscade. Ou alors du massis. Le massis, c'est l'écorce de la noix de muscade. Ça vaut généralement un petit peu moins cher. Enfin, à l'époque. Maintenant, je crois que c'est plus dur à trouver. On doit plus facilement trouver de la noix de muscade que du massis. On va pouvoir rajouter aussi des fleurs, des boutons de rose, du jasmin. On va pouvoir rajouter aussi des écorces d'agrumes. Donc là, moi j'ai pris des oranges non traitées. On va pouvoir aussi rajouter des fruits secs, des abricots secs, des figues. Là c'est tout ce qui me vient, mais il y en a d'autres, bien sûr. On va pouvoir aussi rajouter des amandes écrasées, broyées, qui va rajouter justement un petit goût, qui vont apporter un petit goût d'amande en fait au vin. Dans les différentes différentes recettes que j'ai lues, donc que ce soit dans des livres, que ce soit sur des sites internet, des recettes qu'on a échangées sur des marchés médiévaux, des gens qu'on rencontre, tout ça. Il y a aussi les rencontres qui font
Dans les voyages, des fois, on rencontre aussi des gens et puis on s'échange des recettes d'Hippocrate, des discussions, voilà. Et donc, voilà, moi j'ai entendu parler aussi d'anis étoilé, d'anis vert, de cumin, des graines de coriandre, des aiguilles de pin, du galaga. On m'a parlé aussi, on pouvait rajouter un bouquet garni. Alors, je ne vous cache pas que j'ai pas encore eu l'audace de mettre du thym, du laurier et du romarin dans mon Hippocrate. Je le ferai sûrement un jour, mais je vous avoue que là pour l'instant, voilà, je sais pas. Il y a quelque chose en moi qui freine. Voilà, bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les épices. Maintenant, on va justement voir un petit peu l'agent sucrant qu'on va rajouter dans le vin. Le plus connu, celui que l'on maîtrise depuis l'Antiquité et même avant, depuis la préhistoire, c'est le miel. C'est une source conservable de sucre qui est connue depuis la nuit des temps, le miel, hein. Donc voilà. On va avoir le sucre. Le sucre, le Moyen-Âge occidental va le redécouvrir à nouveau avec les croisades. On va se retrouver avec justement un Moyen-Orient qui a quasiment une, une, euh, une production quasiment industrielle de sucre. L'Empire romain se fournissait, lui, en Égypte. Donc c'est l'Égypte qui fournissait un sucre qui était déjà rare, hein, à l'époque, à l'Empire romain via des plantations de canne à sucre. Donc le sucre dont on parle provient de la canne à sucre. La betterave sucrière, on va la cultiver à partir de Napoléon. Je crois qu'il y a une histoire d'embargo anglais sur les produits provenant des Antilles. Donc voilà, voilà. Pour combler justement le manque d'approvisionnement en sucre des Antilles, on va cultiver la betterave sucrière. Mais avant, on va utiliser la canne à sucre. L'Inde, qui est une des premières civilisations à avoir domestiqué le sucre, oui, enfin en tout cas dès moins 350, eh bien l'Inde va avoir des systèmes pour cristalliser le sucre, ainsi pouvoir le fabriquer, faire les fameux pains de sucre. Et ces fameux pains de sucre vont suivre la route de la soie pour arriver jusqu'au Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient aussi étant producteur. Donc, j'avais parlé aussi de... Bon, je n'ai pas sorti la bouteille. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. Pour la conservation, on va expliquer tout de suite. Cette histoire de conservation. Donc, il y a deux solutions. Soit on fait de l'hypocrase en prévision d'une fête, ou d'une fête, ou pour recevoir des amis. On va se dire, tiens, je vais faire un peu d'hypocrase. Et donc, on va faire quelques bouteilles. Ou soit on en prépare d'avance. Là, c'est mon cas. Je prépare de l'hypocrase pour la vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le garder. Je vais en consommer un peu, mais je vais le garder pour plus tard. Eh bien, le principal problème pour garder l'hypocrase, eh bien, vu qu'on va y adjoindre des épices, des fruits, des écorces de fruits, des racines, du miel, eh bien, tous ces produits vont contenir des levures sauvages. Donc, des levures qui sont, comme son nom l'indique, qui ne sont pas domestiquées et qui vont, lorsqu'ils vont se retrouver embouteillés, ils se retrouvent face à un festin de sucre. Donc, ils vont transformer le sucre en gaz carbonique, en alcool et en chaleur. Mais ça, on s'en fiche pas le coup. Donc, du coup, on va se retrouver, quand on va ouvrir notre hypocrase, 3, 6 mois, 1 an après, eh bien, on va se retrouver avec de l'hypocrase pétillant. Bon, c'est surprenant, c'est assez original. C'est pas forcément très bon, ça dépend des levures. Il y a des fois, ça va, ça passe. Puis il y a des moments, c'est franchement infect. Donc, ce que je vous propose, si vous voulez le garder, c'est déjà passer par une petite phase de clarification qu'on verra tout à l'heure, qu'on verra plus tard. Et aussi, tout simplement, c'est d'augmenter le taux d'alcool à l'intérieur de la bouteille. Donc là, le vin que j'ai, il fait 12 degrés. Donc, eh bien, va falloir rajouter en fait du marc de raisin ou du cognac pour lui faire atteindre les 16 degrés. 16 degrés, il y a à peu près 95% des levures qui ne supportent pas 16 degrés alcooliques. Donc voilà. Donc là, on aura un produit qui sera stable. Donc après, on a d'autres choix, hein, bien sûr. Au lieu de rajouter de l'alcool, on peut aussi, bien sûr, ne pas mettre de miel, mais mettre du sucre. Mais il nous reste toujours
la contamination par l'air ambiant, il nous reste toujours la contamination par les fruits, par les légumes, par les épices. On peut aussi tout simplement conserver notre hypocrase à 4 degrés, en dessous de 4 degrés, il n'y a pas de développement de levure, ou très peu, il faut que ce soit des levures bien spécifiques. Alors après, si vous faites de la brasserie artisanale chez vous et que vous avez fait des lagers avant, peut-être qu'il y a peut-être contamination du brassin par des levures de lager, alors ce serait possible qu'elle se développe à 4 degrés. Bon, reste à voir. Après, ça peut être un peu compliqué d'avoir des bouteilles qui encombrent votre frigo pendant 3, 6 mois, 1 an. Bon. L'autre solution, c'est de chauffer le miel entre 70 et 80 degrés pour tuer les levures du miel. Après, on perd aussi de l'organoleptique, on perd du goût, on perd des saveurs. Donc, est-ce que c'est vraiment très intéressant? On peut aussi tout simplement chauffer l'hypocrase. Pareil, entre 10 minutes, 70 degrés pendant 10 minutes. Mais là, c'est pareil. On risque justement, en chauffant, de détruire certaines saveurs. On risque de dénaturer l'hypocrase. Donc moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de rajouter du cognac ou du marc de raisin directement dans la préparation pour qu'il se garde. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, je vous propose tout simplement de commencer à préparer. Alors, moi, dans la recette que j'ai préparée, j'ai préparé pour 6 bouteilles. Je vais mettre à peu près 60 grammes de miel par bouteille, donc je vais mettre 360 grammes. Je vais peut-être donner les totaux directement. 360 grammes de miel. J'ai mis, donc c'est des petits rouleaux de cannelle qui sont assez fins, donc j'en ai mis 5 par bouteille. Après, on peut en mettre moins, hein. On peut en mettre plus, mais là, vu que c'est des petits rouleaux de cannelle assez fins, voilà, j'en ai mis 5. La cardamome, j'ai mis 5 gousses de cardamome par bouteille aussi. Le gingembre, j'ai mis 150 grammes par bouteille, parce que moi j'aime beaucoup le gingembre en fait. Donc je n'hésite pas une seule seconde. Du poivre noir, j'ai mis une dizaine de grains de poivre par bouteille, donc 60 grains de poivre. Et j'ai rajouté à peu près 2 cuillères à café de maniguette. On va rajouter... Alors pour l'instant je me tâte. Soit de mettre des boutons de rose séchés, soit de l'eau de rose, on verra au moment de la préparation. On va rajouter aussi des écorces d'orange non traitées. Et on va rajouter 2-3 figues sèches pour ajouter un petit goût de fruits, de fruits séchés. Voilà, donc on aurait pu aussi mettre des amandes. Bon, des amandes, j'en avais, mais elles étaient passées de date. Et le problème, justement, de tous les fruits comme ça qui sont un peu gras, quand ils sont passés de date, j'ai pas envie que c'est le goût du rance. On se prend la tête à faire un truc, et puis in fine, on se retrouve avec un truc, une préparation qui a un goût dégueulasse parce qu'on a tout simplement mis un produit qui était rance, quoi. Donc évitons ça. Allez, on commence. Hop là. Bon, du coup, peut-être bien mettre au chaud. Donc, je vais commencer par... Je vais remettre ça à chauffer vite fait. Et je vais... Donc mon miel. Le miel que j'utilise, alors c'est pareil. Le miel, il y a différentes qualités de miel, bien sûr. Il y a le miel qu'on va trouver chez l'apiculteur. Il y a le miel qu'on trouve en supermarché. Il y a le miel qu'on trouve au discount. Bon, moi, le miel que j'ai pris, c'est un miel issu de la communauté européenne. On peut imaginer que c'est un mélange de miel qui vient de Pologne, d'Espagne, bref. Ça sert à rien vraiment de mettre du super miel, vu qu'on va se retrouver avec un produit on va aller un peu le torturer, ce miel-là, quand même. On va lui rajouter du vin, on va lui rajouter des épices. Est-ce que ça vaut le coup de mettre du miel à 9 € les 500 grammes, quoi? Moi, je ne pense pas. C'est mon avis, mais voilà, je ne pense pas. Voilà, alors on va commencer. Je vais concasser grossièrement ma cannelle. Non, en fait, non, je ne vais pas la concasser. Je vais la laisser en baston comme ça. En fait, non, je vais la laisser comme ça, je dis n'importe quoi. Je vais concasser grossièrement, par contre, mon poivre noir, mes clous de girofle, ma maniguette et ma cardamome.
Voilà, je concasse jusqu'à voir que toutes mes gousses sont ouvertes. Donc le but, hein, c'est pas d'avoir de la farine, hein. Mais voilà. Et puis on sent l'odeur du concassage d'épices. Donc je mets ça là comme ça. Alors, en fait, pourquoi je concasse pas mes bâtons de cannelle? Je vais vous le dire tout simplement. J'aurais pu le faire, hein, comme pour le chai. Le truc, c'est qu'on va les laisser là s'imbiber, donc les bâtons de cannelle ils vont se dérouler de toute façon. Et après, moi, ces bâtons-là, je les récupère, je les fais sécher. Et je m'étais dit que peut-être pour Noël, je pourrais parfumer un petit peu la cheminée de Noël en mettant mes bâtonnets de cannelle séchés. À voir, faut essayer. Mais si je les concasse, du coup, je vais pas me prendre la tête à aller chercher les débris de cannelle et les machins. Donc, je vais les laisser comme ça. Ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ah. Alors, moi j'ai retrouvé ça dans ma cave. Donc c'est du... voilà. Donc avant de commencer, eh bien on va goûter légèrement le vin. Pour se faire déjà une idée du vin, comment il est avant. Petit test de goûtage. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas le café. Bon, ça va. Bon, c'est pareil au niveau du vin. Au niveau du vin, moi j'ai pris du vin rouge de l'Aude. Donc voilà, hein. Faut jamais se fier à ce qu'ils disent à la bouteille, hein. Rondeur et souplesse, ouais, bon. C'est du vin qui a fait du yoga. Ok, c'est nul. Bon, non, il est pas mal. Bon, du coup, un peu de sucre en plus, ça lui fera pas de mal. Mais il est bien quand même. Donc je pense que au final, on aura quand même un petit goût de vin. Parce que le problème, c'est que si on a des vins qui sont pas trop charpentés en fait, et bah du coup, on va avoir un Hippocrate qui a qui a pas le goût de vin en fait. Donc le but, c'est quand même que ça garde un petit peu le goût du vin. Bon, alors, hop, je vais rapprocher mon fidèle cratère. C'est le moment où vous savez que c'est chaud. Hop. Donc là, on a... Alors je le mets dans l'eau chaude. Ah, on n'aurait pas parlé de ça. Hop là. Bon, on peut peut-être en mettre un peu plus. Oui, voilà. Hop. Oui, on est à peu près aux 2 tiers. Donc je prends du miel qui est crémeux. C'est tout simplement pour éviter... voilà. C'est pas que je prends du miel crémeux, c'est que je ne prends pas de miel liquide. Parce que dans le miel liquide, souvent on met des agents texturants pour éviter qu'il se cristallise. Donc je vais prendre du miel qui est cristallisé. Et pour qu'il soit un peu plus fluide, je vais le passer au bain-marie, je vais le chauffer un petit peu comme ça. Et je vais ainsi... C'est beaucoup plus simple par la suite. Donc hop, je couvre le vin. Et ça va être plus simple aussi pour qu'il se délaye
dans le vin. Donc je mets les 6 bouteilles. Bon, les bouchons, on s'en fout. Alors, pour le vin, on pourrait être tenté d'acheter un cubi. Parce qu'effectivement, un cubi, c'est pratique. Le seul problème, c'est qu'après, on n'a plus de bouteilles. Ou alors, faut avoir un stock de bouteilles de vin qui permettrait de, en fait, tout simplement, de pouvoir restocker après son hypocrase dans des bouteilles qu'on aurait d'avance. Quand on n'a pas de bouteille d'avance, eh bien, on achète des bouteilles de vin en bouteille, tout simplement. Alors, ne pensez pas que le miel et le vin vont se mélanger ensemble par l'opération du Saint-Esprit. Même si on a pris du miel, si on l'a chauffé, il faut quand même aller le chatouiller un peu. Bon, grosso modo, c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est parfait. Je vais mettre mon mélange d'épices. Hop. Voilà. Je vais mettre mes bâtons de cannelle. Je vais mettre mon gingembre. Hop. Alors, je vais mettre mes écorces d'orange. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre un grand volume. Parce que, vu qu'on rajoute pas mal de choses, voilà. Maintenant, c'est le grand problème. Est-ce que je mets de l'eau de rose ou est-ce que je mets des boutons de rose? Je regarde l'heure. Ça n'a aucune utilité. Allez, on va mettre quelques boutons de rose. Ouais, ça sent vraiment très très bon. Donc, hop, je vais en mettre une bonne poignée. Alors, au niveau du temps de macération, moi je dirais à peu près. Alors, moi ce que je fais, c'est généralement c'est 24 à 36 heures. Je fais 24 sur, et puis après, dans le temps qui est imparti, je filtre tout ça. Je fais pas 24 heures pile, voilà. Mais donc voilà, entre 24 et 36 heures, dépasser ça, faire 48 heures, 72 heures, eh bien, il y a certaines épices qui vont avoir, le fait qu'elles restent trop longtemps en fait dedans, vont apporter de l'astringence. Bon là, par exemple, je mets des fleurs. Et je sais que si je laisse trop longtemps les boutons de rose, eh bien, ça va apporter de l'astringence. Donc on met du miel, c'est certainement pas pour avoir un produit après. Voilà.
Alors, c'est juste par acquis de conscience, et c'est vraiment juste par habitude, je vais mettre, hop, une petite goutte d'eau de rose, et une petite goutte de fleur d'oranger, mais c'est vraiment parce que, voilà, c'est la force de l'habitude, en fait. Voilà. Et la peur de manquer, on dirait. Bon, oula, ça sent les crêpes. Et voilà. Donc, c'est parti pour 24, 36 heures, voilà. Hop, je touillote. Et je vais mettre le couvercle. Alors je mets le couvercle pour éviter tout simplement qu'il y ait qu'il y ait peut-être des petites poussières, qu'il y ait des choses comme ça, ou tout simplement voilà, ça protège mon produit. Pum pum pum. Pum pum pum. Ah, c'est là. Ah ouais. Donc voilà, ça fait à peu près une semaine que l'hypocrase, donc le rouge, a été fait. Je l'ai laissé reposer dans une grande bouteille comme ceci. Et je l'ai mis pendant 2-3 jours au frigo, à peu près 4 degrés. Ce qui va accélérer en fait le phénomène de sédimentation. Et on va devoir ainsi les impuretés tomber dans le fond. Donc maintenant, il faut arriver à récupérer l'hypocrase sans récupérer le dépôt, parce que bon, on s'est pris la tête pour essayer de l'éliminer, c'est pas pour le remettre à la fin. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais siphonner. Je vais aller siphonner mon hypocrase. Donc je vais le faire. Je vais faire descendre ce tuyau lesté. Hop. Pour qu'il arrive dans le fond. Hop. Donc je mets un siphon en place. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On va pas filmer tout le siphonnage par contre. On est bien d'accord, là je montre juste que ça fonctionne. Donc ça va nous permettre de récupérer l'hypocrase sans prendre les lits, les dépôts qui sont mis dans le fond. Donc après on n'a plus qu'à remettre en bouteille, bouchonner, puis on va dire que le tour est joué quoi. Donc voilà, c'est un peu la fin, il ne manquait pas grand chose pour finir cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à commenter si vous avez envie je ne sais pas moi, de donner votre avis, de suivre, de nous donner des retours si vous voulez faire cette recette. Si vous avez envie aussi que je traite une autre boisson, j'avais dans l'idée comme prochaine boisson de faire l'hydromel et de tester 3 méthodes différentes. Donc une en utilisant les levures du miel, une autre en utilisant des levures sauvages et une troisième en utilisant des levures domestiques, des levures de vin. Voilà, eh bien, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Hop,
Et surtout, n'oubliez pas, même si l'hypocrase c'est bon, il faut en consommer avec modération.